Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 3 mai. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui de la fin de l'anonymat en ligne. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, la mairie de Paris a annoncé que lors des Jeux Olympiques de 2024, la flamme olympique serait portée par une drag queen. Voici un extrait de son intervention. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec, wait and see, c'est une énorme fierté. C'est pire en pire. Je m'appelle Mine Majesté, j'ai 33 ans, je suis drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant et je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Et oui, et le mouvement pro-palestinien se poursuit dans les universités de France. La ministre de l'Enseignement supérieur appelle les universités à maintenir l'ordre. L'établissement a été fermé aujourd'hui suite à une nouvelle occupation par des étudiants pro-palestiniens. L'administrateur de Sciences Po ne cède pas à la pression des fauteurs de troubles et refuse catégoriquement de former un groupe de travail sur les liens de Sciences Po avec les universités israéliennes. En effet, si le but des manifestants était réellement de s'opposer à Netanyahou et non pas à l'existence d'Israël, ils comprendraient qu'il est totalement absurde de vouloir couper les liens avec ces universités israéliennes, car elles sont pour la plupart des foyers d'opposition à la politique de droite de Netanyahou. Et suite aux émeutes de l'été 2023 ayant engendré près d'1 milliard d'euros de dégâts, les assurances des collectivités envisagent la création d'un fonds émeute pour alléger les charges des communes. Ce fonds serait similaire à celui des victimes de catastrophes naturelles ou d'attentats. Les dépenses d'assurance supportées par les collectivités ont augmenté et cela a entraîné des relations tendues avec les assureurs. Et le président Macron a réaffirmé la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Au cours d'un entretien paru dans le journal The Economist, il a dit, je cite, « Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question. » Il a ajouté « Quelle crédibilité pour les Européens qui auraient dépensé des milliards, qui auraient dit que c'est la survie du continent qui se jouait là et qui ne se serait pas donné les moyens de stopper la Russie. Donc oui, nous ne devons rien exclure. » Fin de citation. Et sur un tout autre sujet maintenant, si vous êtes tombé, si vous vous êtes écorché, bref, en cas de bobo, pour vous ou un de vos proches, attention, choisissez bien vos pansements. En effet, les PFAS, des substances causant potentiellement des problèmes de santé, sont aussi présentes dans les pansements utilisés sur les plaies. Une chercheuse a récemment déclaré « Comme les pansements sont placés sur des plaies ouvertes, il est troublant d'apprendre qu'ils peuvent également exposer les enfants et les adultes aux PFAS. » Il est évident d'après les données que les PFAS ne sont pas nécessaires pour le soin des plaies. Des efforts sont en cours pour éliminer l'utilisation des PFAS dans les produits adhésifs et en attendant, il est recommandé d'utiliser les marques qui n'ont pas recours aux PFAS. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une des dernières décisions de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le système de surveillance d'Internet de la Hadopi. Alors juste pour un petit rappel, la Hadopi est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Mais pour en revenir à la décision en question, elle ouvre ni plus ni moins la voie à une surveillance massive d'Internet en Europe. En effet, le 30 avril dernier, la Cour européenne a statué que l'accès aux adresses IP n'est pas sensible. Et ce faisant, elle autorisait l'accès massif aux adresses IP associées à l'identité civile de l'internaute. Et ce, sans contrôle préalable d'un juge ou d'une autorité administrative indépendante. Cette décision marque un revirement drastique de jurisprudence. Quant aux forces de police de toute l'Europe, elles obtiennent finalement gain de cause, après avoir ignoré délibérément les décisions précédentes de la Cour de justice pendant une décennie. Et selon l'Association de défense des libertés fondamentales, la Quadrature du Net, la décision envoie un signal fort, à savoir
que la Cour de justice peut changer sa jurisprudence si ces décisions ne sont pas appliquées. De quoi affaiblir davantage son autorité face à la pression des États membres. Voici les détails. En 2020, la Cour de justice de l'Union européenne considérait que la conservation des adresses IP constituait une ingérence grave dans les droits fondamentaux et que ces dernières ne pouvaient faire l'objet d'un accès associé à l'identité civile d'un internaute que dans des cas de criminalité grave ou d'atteinte à la sécurité nationale. Mais depuis, la CJUE a inversé son raisonnement. Elle estime désormais que la conservation des adresses IP ne porte plus nécessairement atteinte aux libertés fondamentales et que dans certains cas seulement, cet accès constitue une ingérence grave qui doit être encadrée par des garanties. Concernant le cas précis de la Hadopi en France, la Cour exige quelques ajustements. Elle considère que dans certaines situations atypiques, l'accès à l'adresse IP et à l'identité civile associée à une œuvre culturelle peut constituer une ingérence grave dans le droit à la vie privée. Il s'agit en particulier d'œuvres permettant de tirer des conclusions relatives aux opinions politiques ou à l'orientation sexuelle. Elle estime aussi que cet accès porte une ingérence grave en cas de réitération de l'internaute et exige dès lors que l'accès aux adresses IP ne puisse pas être entièrement automatisé. En somme, des agents externes à la Hadopi seront chargés de cliquer sur un bouton « Autoriser », là où aujourd'hui la Hadopi se l'autorise elle-même. Cependant, dans tous les autres cas, la Hadopi pourra accéder de manière massive et automatisée à l'identité des personnes. Vous l'aurez compris, cet arrêt de la Cour européenne marque essentiellement la fin de l'anonymat en ligne. Comme le précise la Quadrature du Net, alors qu'en 2020, la Cour précisait qu'il existait un droit à l'anonymat en ligne, concrétisé par la directive e-privacy, aujourd'hui, elle abandonne. Et pour cause. En permettant à la police d'accéder largement à l'identité civile associée à une adresse IP et au contenu d'une communication, elle met de facto fin à l'anonymat en ligne. Cette volte-face a de quoi soulever de nombreuses questions sur les motivations qui ont conduit à un tel retournement. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux désireux de garder une vie privée en ligne, il existe toujours des outils comme les VPN ou les boîtes mail jetables. Si vous connaissez d'autres outils, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est pour nous un grand encouragement. Merci. Et à l'international maintenant, la Turquie a officiellement suspendu toutes ses relations commerciales avec Israël, une décision prise en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas. Le ministère turc du Commerce a annoncé cette mesure après avoir déjà restreint les exportations vers Israël en avril. Cette suspension marque une escalade claire dans la détérioration des liens commerciaux entre Israël et certains pays islamiques. Et à Taïwan, le ministère de la Défense a signalé la détection de 26 avions et 5 navires chinois autour de l'île au cours des dernières 24 heures. 17 avions sur les 26 ont pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Cette activité survient avant l'investiture du nouveau président taïwanais hostile au Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois organise souvent des opérations d'intimidation autour de Taïwan en représailles lorsque certains événements lui déplaisent. Et à propos de la Chine, de fortes pluies ont entraîné un glissement de terrain dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, ce qui a provoqué l'effondrement d'une portion d'autoroute. Cet incident a, selon les données officielles, entraîné la mort de 36 personnes et blessé 30 autres. Très souvent, le Parti communiste chinois donne des chiffres inférieurs à la réalité pour atténuer la gravité des catastrophes et maintenir l'image d'une gestion communiste exemplaire. Et on reste en Chine avec Vladia qui va nous parler des capacités militaires de Pékin. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Combien Pékin dépense-t-il réellement pour développer son armée? Un nouveau rapport évalue ses dépenses à 700 milliards de dollars, soit le triple du montant figurant dans les données officielles de la Chine. Il est difficile d'estimer les dépenses réelles de Pékin, non seulement en raison du manque de transparence, mais aussi parce que les investissements dans le secteur privé pourraient bénéficier à l'armée chinoise. Et ces chiffres ne figurent pas dans le budget officiel. Et même en se basant sur les chiffres officiels chinois, Pékin a déjà le deuxième plus grand budget militaire du monde, juste derrière les États-Unis.
La stratégie de Pékin consiste à évoluer d'une puissance terrestre à une puissance maritime, ce qui ouvre une dimension globale à son potentiel d'attaque. Le régime chinois a nommé un ancien chef de la marine au poste de ministre de la Défense. L'objectif de Pékin est de percer une chaîne d'îles allant du Japon à la Malaisie. Appelée première chaîne d'îles, elle empêche pour le moment Pékin de projeter sa puissance militaire dans le Pacifique et dans le reste du monde. Pour y parvenir, Pékin a étendu son contrôle sur la mer de Chine méridionale. Les îles contestées deviennent des points d'appui pour les troupes militaires. Les eaux de la mer de Chine méridionale sont âprement disputées, mais il ne s'agit pas seulement d'une question régionale. L'équilibre des forces en présence pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du globe. Un tiers du trafic maritime mondial passe par cette zone. De plus, la paix dans cette région est régie par les États-Unis et leurs alliés, dont les Philippines. Elle est de plus en plus contestée par un Pékin plus agressif. Dans les eaux, les gardes-côtes chinois ont éperonné des bateaux philippins, dirigé des lasers sur leurs navires et tiré des canons à eau sur des équipages philippins. Dans les airs, des avions de combat chinois ont dangereusement frôlé des avions américains, pas moins de 180 fois au cours des 2 dernières années. La menace croissante que représente la Chine a mis en état d'alerte les pays de l'Indo-Pacifique. Le Japon et l'Australie ont tous deux considérablement augmenté leur budget militaire. Tokyo est en passe de devenir le 3e plus gros budget militaire d'ici à 2027. Et l'Australie envisage de doubler le nombre de ses navires de guerre au cours de la prochaine décennie. C'est tout de mon côté, j'espère que cette vue d'ensemble vous a été bénéfique. Merci à tous, merci Rémi, à lundi. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un artiste du siècle d'or néerlandais, Salomon Konink. Salomon Konink est né à Amsterdam en 1609 et est décédé en 1656. Spécialisé dans les scènes de genre, il a été influencé par plusieurs maîtres de son époque. Il a découvert la peinture aux côtés d'artistes tels que Peter Lastman, François Venant et David Collinge, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, il a été aux côtés de Rembrandt, réalisant des copies des compositions du maître de l'école hollandaise. Il est devenu membre de la Guilde de Saint-Luc d'Amsterdam en 1630. Outre les scènes de genre, il est connu pour ses tableaux d'histoire, ses portraits et ses scènes religieuses. Le philosophe au livre ouvert, qui est l'une de ses œuvres les plus célèbres, est actuellement exposée au musée du Louvre. Cette pièce maîtresse avait d'ailleurs été longtemps attribuée à Rembrandt. En bref, le siècle d'or néerlandais est une période clé de l'histoire de l'art occidental et les œuvres de Salomon Konink sont des références pour tous ceux qui s'intéressent à cette période de l'histoire de l'art. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et excellent week-end. À lundi.